Bonjour tout le monde, bienvenue à tous. J'ai pensé faire un petit cours avec vous, un petit cours sur la méthode sans labour. Je l'ai appelé la méthode sans labour. Êtes-vous français ou anglais? En fait, c'est parce que c'est une méthode qui, comme vous allez pouvoir le voir, est inspirée de différentes formes. On va voir ensemble qu'il y a différentes méthodes de sans labour. Mais avant de commencer la méthode sans labour, êtes-vous français, êtes-vous anglais, les différentes méthodes, on va prendre le temps d'expliquer comment ça fonctionne un sol, c'est quoi les horizons du sol. Alors, on doit comprendre au tout départ que on a la première couche du sol, celle qui est la plus proche de la surface, c'est la couche qu'on appelle la couche de l'humus. Donc, la couche de l'humus, tout ce que c'est vraiment très simple, c'est du carbone presque pur. Donc, cette couche-là, on a ici du gazon. Le gazon, à la fin de l'année, meurt, se dégrade, se décompose, et ensuite, ça va former un compost, si on veut, organique, qu'on appelle la couche de l'humus. Ensuite, sous-jacent à ça, il y a la couche qu'on appelle la terre arable. Donc, qu'est-ce que c'est essentiellement la terre arable? La terre arable, on l'appelle souvent en français le topsoil. En fait, la terre arable, c'est là-dedans que les racines, comme on voit, la plupart des racines vont pousser. Et dans la terre arable, on a un mélange entre le sous-sol qui est plutôt minéral et l'humus qui est plutôt organique, donc fait plutôt de carbone. Et on se retrouve ici à avoir une espèce de mélange entre la couche du haut et la couche du bas. Donc, essentiellement, c'est la terre arable qui permet la meilleure récolte, si on veut, la meilleure production pour nos plantes. Donc, toujours inspiré de ce fonctionnement-là régulier de l'horizon du sol, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir trois types d'agriculture qui vont se former en suivant ça. Évidemment, moi, j'ai décidé de ne pas parler de l'agriculture conventionnelle avec l'utilisation d'engrais hydrosolubles et de pesticides, etc. J'ai décidé d'aller plutôt dans ce que je dirais qui est la méthode traditionnelle, c'est l'approche qui est utilisée par, je dirais, probablement 99% des fermes biologiques, là, même peut-être même plus que ça. Ensuite, on va regarder ensemble les deux déclinaisons du sans labour, que tient donc, on va l'appeler le no-till, qui est la version que je trouve qui semble être plus propagée par les Américains, les Anglais, l'Europe en Scandinavie et un peu partout. Puis ici, on va appeler ça le sans labour, qui va être la méthode française. Évidemment, no-till sans labour, ça veut dire la même chose, là, mais ça va juste être une déclinaison qu'on va utiliser ensemble pour différencier les deux. Donc, la méthode traditionnelle d'agriculture va beaucoup mettre l'accent sur le concept de la terre arable. Donc, il va se dire, qu'est-ce que c'est la terre arable? Qu'est-ce que c'est cette bonne terre riche-là? C'est un mélange de sol et de compost. Alors, ce qu'on va faire, parce qu'évidemment, quand on jardine dans ce type de jardin-là, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas cette couche-là. On ne l'a pas parce que ici, ce sont c'est le sol finalement qui va être disponible pour planter. Donc, ce qu'on essaie de faire finalement dans cette méthode-là, c'est de créer une première couche de surface qui serait composée avec de la terre arable. Donc, on enlève l'humus du sol, on le mélange à la terre arable pour avoir un espace que je vais pouvoir passer en tracteur, par exemple, un espace que je vais pouvoir semer à grandeur, donc une espèce de grand terreau propre à
à semer des choses, à désherber des choses, à jouer avec en termes d'agriculture. Donc, ça, c'est la méthode qui est traditionnelle. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les horizons de sol ici? C'est qu'on se retrouve ici à avoir la terre arable. On se retrouve ici à avoir les horizons plutôt minérales ici. Et on a la terre arable qui est ici. Donc, à chaque année, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une part de compost sur le dessus. Mais là, ce compost-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le mélanger au sol comme ça. Donc, on va brasser le sol, souvent avec des grands tracteurs pour labourer, pour le mélanger à la terre arable qui restait ici, pour recréer notre nouvelle couche de terre arable ici qui est là. OK? Ça, c'est dans l'idée de la méthode traditionnelle. Au niveau de la méthode, je vais passer tout de suite peut-être au sans labour, parce que si vous êtes francophone, vous avez probablement déjà beaucoup entendu parler de ça. Tiens, je vais partir une nouvelle fenêtre. Le sans labour, ça a été beaucoup popularisé par Damien Descartes. Peut-être que je fais une faute là. De la graine indocile, c'est la chaîne permaculture, agroécologie, etc. On va la voir dans plein de chaînes YouTube de Perna françaises. Là, je parle de Français de France, beaucoup. Mais il n'y a pas que les Français qui vont s'inspirer de ces types de méthodes-là. Il y a aussi Edible Acres, qui une chaîne aux États-Unis qui est pas si loin que ça de Ripon, qui va beaucoup utiliser cette technique-là. Je pense quand même au niveau du Québec, parce que c'est sûr que je parle du Québec, il n'y a pas une chaîne à proprement dit, mais le livre Le Jardin Vivrier de Marie Tévar reste pour moi, dans mes lectures que j'ai faites, quelque chose qui est très documenté et qui est très compatible avec le climat que j'ai moi ici au Québec. OK? Alors, l'idée du jardin sans labour à la française, c'est que eux, ce qu'ils disent, c'est que si je prends ici mon topsoil dans la méthode traditionnelle, parce qu'on part toujours de l'idée de la méthode traditionnelle. L'idée que j'ai, c'est que quand le soleil va frapper ici, quelle est cette couleur-là? C'est noir. Hein? Donc, qu'est-ce qui se passe avec le noir? Le noir va absorber la chaleur. Donc, ici, je vais me retrouver à avoir un sol qui va être très chaud. Ce qui va créer cette chaleur-là, une tentation pour les gouttes d'eau de s'évaporer. Donc, les gouttes d'eau qui sont dans le sol vont avoir tendance à s'évaporer. Qu'est-ce qui se passe quand une goutte d'eau s'évapore? C'est que le sol va sécher. Donc, comme le sol va sécher, il va devenir plutôt sec, ben, on va avoir un système d'irrigation pour le réarroser. Donc, on va avoir besoin d'utiliser beaucoup d'eau dans ces jardins-là. En plus de ça, avec l'idée de cette température-là qui monte, la température qui se réchauffe, ben on va se retrouver des fois à avoir des conditions qui vont être moins propices, plus arides, plus difficiles pour certaines de nos plantes. Et finalement, l'autre chose qu'on va parler de cette méthode-là, c'est que quand on se retrouve à avoir des gouttes de pluie qui vont pénétrer le sol comme ça. Oups. Les gouttes de pluie vont pénétrer comme ça. Ben, le sol ne sera pas protégé. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'eau va ruisseler comme ça. Et en ruisselant comme ça, elle va amener les nutriments avec elle.
même que si on va plus loin que ça, ces nutriments-là vont frapper la nappe phréatique et contaminer les cours d'eau. Donc, l'idée, ce qu'on cherche à faire avec la méthode sans labour, c'est on cherche à essayer de rendre le sol plus résilient. On cherche à faire en sorte que le sol absorbe plus d'eau. Donc, les prétentions qu'on cherche à avoir, c'est de plus de rétention d'eau. On va chercher à avoir un sol aussi moins de fluctuations de température. Moins de fluctuations, donc une température, un sol qui serait plus protégé des rayons du soleil. Et finalement, qu'est-ce qu'on cherche à avoir? C'est plus de vie du sol. Parce que l'idée, c'est que quand le soleil frappe, réchauffe le sol, l'eau qui soit s'évapore ou lessive d'un côté, l'idée c'est que là-dedans, ça va nuire à la vie en général de ce sol-là. Donc, l'idée du jardin sans labour, d'ailleurs, ça c'est un petit peu, j'en profite tout de suite pour le dire, que ça c'est un petit peu le concept général des deux méthodes sans labour, soit le sans labour, le no-till, donc à la française, à l'anglaise. C'est deux idées qui vont rester dans les deux méthodes. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va recréer un horizon du sol où on a le minéral ici. On va avoir notre topsoil qui va être ici, sur laquelle on va avoir de façon intacte une couche d'humus qui va être ici. On va avoir nos plantes qui vont pousser ici. Et ce qu'on va faire essentiellement, c'est qu'on va couvrir ce sol-là en permanence de paille. On pourrait le couvrir avec des feuilles mortes, des restes de tonte. Donc, vraiment, même des roseaux, des fougères, n'importe quoi. Dans le fond, on va mettre comme ça de la matière organique fraîche ou sèche. Cette matière-là va se décomposer par l'action des petits vers de terre comme ça qui vont venir chercher la matière ici et la ramener dans la coche d'humus, chercher l'humus et la ramener dans le topsoil, donc en faisant travailler la vie du sol. Puis cette couche d'humus-là va d'ailleurs techniquement grossir d'année en année et la couche ici de sol arable devrait grossir d'année en année. Donc l'idée, c'est que quand l'eau tombe, elle arrive, tiens, quand l'eau tombe, désolé, problème technique, quand l'eau tombe ici, ben, elle va avoir tendance à rester ici, parce qu'il faut savoir que en général, le compost et les matières organiques en général vont retenir l'eau. Il va y avoir aussi la vie fongique qui va retenir l'eau, qui va être favorisée dans ce type de jardinage-là. Et l'autre chose, c'est que le fameux soleil, il va essayer de réchauffer le sol, mais il va se buter à quoi? Il va se buter à des couches qui vont faire en sorte que le sol ne va pas se réchauffer de la même façon, donc la température du sol va être plus stable, donc ça va éviter l'évaporation. Donc ça, c'est la prétention du jardinage sans labour qu'on va voir, disons, à la française et tout. Maintenant, on va passer à la méthode que j'appellerais no-till. Donc le no-till gardening qui a été beaucoup popularisé
par Charles Dowden. Peut-être des fautes là-dedans. On va beaucoup voir aussi Richard Perkins en Suède. On va avoir également le Dutch Farmer, je pense, qui fait du no-till aussi. Et une chaîne aussi très intéressante qui va être le No-Till Growers. En fait, plusieurs chaînes comme ça, quand même assez intéressantes. L'idée, dans cette logique-là, moi, ce que je trouve, si on revient ici, c'est que la méthode traditionnelle, c'est une méthode qui est quand même axée sur la production, peut-être plus à court terme qu'à long terme, même s'il y a des techniques quand même utilisées par les gens qui jardinent en bio pour améliorer leur sol année après année, puis tout le kit. Là, faut pas tomber dans une espèce d'idée qu'il y a les méchants producteurs bio, puis il y a les gentils Damien Descartes, qui eux autres, ils soignent le sol et tout. Là, c'est vraiment pas aussi simple que ça. Ensuite, ici, la production, autant en termes de rendement que de simplicité, à mon avis, va décroître, comme ça. Donc, dans la méthode sans labour à la française, en fonction de l'énergie qu'on va mettre dans son jardin, la production, le rendement production / énergie qui va être instauré, à mon avis, dans le sans labour, ici, on se retrouve à avoir des mauvais rendements, mais des mauvais rendements qui vont être peut-être des rendements corrects par rapport à qu'est-ce qu'on a besoin. Parce que quand je parle ici d'une production, je parle ici d'une production pour faire 350 paniers bio, puis plus vendre en semi-gros. Je veux dire, d'aucune façon dans cette logique-là, tu peux penser atteindre des simili-productions comme ça dans le sans labour, et je dirais presque pas dans le no-till non plus, même si certains ont montré qu'il y avait moyen de bien maximiser la production sur une surface donnée. À mon avis, on est vraiment, vraiment, vraiment loin de la production qu'on peut avoir sur la méthode traditionnelle. Cela dit, cette méthode-là, c'est au niveau de la qualité du sol à long terme. La méthode traditionnelle aussi pose des défis puis des problématiques. Comme vous allez remarquer, toutes ces fermes-là ou fermettes-là ou personnes qui pratiquent l'autosuffisance vont toujours avoir une logique dans ce no-till-là de vendre et sur une petite surface. Donc ici, c'est vraiment le small farm. Tu sais, on voit là, small farming, on a small scale, tu sais, c'est vraiment beaucoup ça qu'on voit. Alors que dans cette méthode-là, sans labour, j'ai retiré ceux que j'avais mis, mais tous ces chaînes-là, les chaînes de permaculture française, le Jardin Vivrier, le livre de Marie Thévard, Damien Descartes, ils ne vendent pas. Donc, ils n'arrivent pas à vendre. Ils ne vendent pas, ils ne produisent pas assez pour vendre. Donc, ça reste peut-être une façon idéale de faire une petite autonomie derrière, un potager intéressant, qu'on a le goût de naviguer dedans, puis on y agrémente des fleurs, qui peut être quelque chose de très, 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 très louable, mais c'est moins axé sur une production que le no-till. Donc, comment le no-till fonctionne? Le no-till va respecter les horizons du sol. Donc, on va avoir notre topsoil qui va être ici. Et on va avoir notre horizon minéral qui va être ici. Hein, ça, c'est commun à toute la gang. Sauf que ici, la différence, c'est que on va ajouter le compost. Donc, on va faire du compost. On va ajouter le compost par-dessus. Puis, on va juste le laisser comme ça. Puis, l'idée, ici,
en ajoutant ce compost-là, c'est que le compost est le paillis. Donc, le compost dans le no-till va avoir le même rôle que le paillis dans le sans-labour. Ça va avoir le même rôle. On va chercher à retenir l'eau, parce que le compost est haut en matière organique, il va retenir l'eau. On va chercher également à favoriser la vie du sol. Qu'est-ce qu'on va chercher aussi? On va chercher... ben là, ici, la différence, c'est moins de température. C'est sûr que le soleil frappe du compost ou il frappe du topsoil. Je pense que la température va quand même être assez élevée. Ça peut être une petite protection, par exemple, au niveau de la température pour éviter qu'il y ait une trop grande partie de la température qui tombe dans le topsoil, cela dit. On va chercher aussi à respecter la structure du sol dans cette méthode-là parce que plus on descend dans le sol, plus on est dans l'anaérobie. Anaérobie. Donc l'anaérobie, c'est sans oxygène. Alors que plus on va monter, plus on va tendre à aller dans l'aérobie. Donc, où est-ce qu'il va y avoir de l'oxygène? Ce que le no-till va dire, c'est que quand on part d'un jardin qui serait dans un jardin qui serait comme ça, qu'est-ce qui se passe quand la herse du moteur va couper et mélanger ici le sol? C'est qu'il se passe qu'on va introduire, inséminer de l'oxygène dans une couche qui ne devrait pas nécessairement en avoir. Et ça va changer la vie du sol parce que les bactéries qui vivent avec de l'oxygène vont se retrouver dans une place qui ne devrait pas être et ça va aussi libérer des bactéries anaérobiques qui normalement auraient dû être plus creux dans la vie du sol. Et en faisant ça, ce que ça va faire, c'est que ça peut libérer des pathogènes également. Donc, on a un souci dans les deux méthodes, le no-till ou le sans-labour, de garder la vie du sol, sauf que l'avantage ici, dans la méthode no-till, c'est qu'on peut installer un jardin, on va voir le vue de haut, où est-ce qu'on pourrait avoir, par exemple, des planches de culture qui sont droites comme ça, qui sont en compost sur le top, mais dans lesquelles on va semer directement à la graine. Parce que ici, je prends une graine, comme ça, je la prends, je la fous là-dedans, et ma graine va pousser et faire un plant. Sauf que quand je pars d'ici, l'idée qu'on a dans ce plan-là, l'idée qu'on a, c'est qu'on ne veut pas que la graine de mauvaise herbe qui se ramasse ici soit capable de pousser. Donc, comment on veut que ma graine soit capable de pousser? Bien là, on va se dire, on va tasser le paillis. Alors, une des bonnes avantages avec le no-till comme ça, c'est qu'on va pouvoir semer à la graine. Tiens, je vais faire un tableau des avantages, des inconvénients. Donc, un des avantages, c'est qu'on va avoir plus de production d'un par rapport à l'autre. Un autre des avantages, si on fait les avantages, c'est que dans la méthode no-till, on va pouvoir semer à la graine facilement. Et ça, souvent, dans les méthodes sans labour, on oublie que ça demande quand même beaucoup de travail de partir ses plants et de venir semer ses plants par-dessus
le paillis, alors que dans le no-till, ça nous permet de semer à la graine. Et dans la méthode du labour, on va avoir besoin, si on part des plants, qu'est-ce qu'on a besoin quand on part des plants? On a besoin de la terre qui va être beaucoup avec de la mousse de sphaigne. Et ça, c'est de la sphaigne. On va avoir de la vermiculite. On va avoir de la perlite, etc., qui sont toutes des composés qui sont très énergivores et, dans le cas de la mousse de sphaigne, qui sont non renouvelables. Bon, il y a des subtilités là-dedans quand même, là, mais au niveau du sans-labour, ça demande beaucoup de mousse de sphaigne. Donc, je pense qu'on aurait un peu plus de production semée à la graine, plus de contrôle aussi. Parce que dans ces méthodes-là de no-till, on a besoin d'avoir l'irrigation. On va avoir besoin d'un système d'irrigation qui va être à point, ce qui fait en sorte que des fois, quand c'est trop mouillé, on va stopper l'irrigation. Quand c'est pas assez mouillé, on va irriguer. On a plus de contrôle. Tandis que dans le sans-labour, ce qu'on va remarquer, c'est que quand il y a beaucoup d'eau, ben là, la paille, elle peut créer trop d'eau, faire pourrir les graines, faire pourrir les plants. Donc à ce moment-là, souvent on lit dans les livres, ah mais c'est pas grave, tu as juste besoin d'enlever ta paille. Ouais, mais t'as mets où en attendant? Je veux dire, c'est une gestion extraordinaire. Donc, au niveau des désavantages, par exemple, au niveau du no-till, ça prend énormément de compost, surtout pour commencer. Mais aussi, ça va prendre une bonne qualité de compost. Donc, les personnes qui font le no-dig, no-till, cette méthode-là, deviennent souvent des experts en compost parce que s'il y a des mauvaises herbes dans le compost, quand je vais ajouter cette couche-là de compost, si je me retrouve à avoir plein de mauvaises herbes qui sont dans le compost que j'ai mis sous la forme de graines, ben dès qu'un peu d'eau va tomber là-dedans, ce qui va se passer, c'est que toutes les mauvaises herbes vont pousser et c'est absolument pas ce qu'on veut. Donc, on cherche à avoir un compost qui va être exempt de mauvaises herbes. Est-ce que ça se peut ça? Oui. Suffit de faire chauffer un compost à la bonne température. Sauf que entre vous et moi, c'est facile de dire suffit et d'avoir ce compost-là en quantité assez grande. Au niveau du sans-labour ou la méthode à la française, ce que je trouve, c'est que ça prend énormément de paille, foin, feuilles, etc. Il faut en mettre, en remettre, en remettre, en remettre, en remettre et en remettre toujours. Et de moi, ce que j'ai vu, c'est que ça aide beaucoup à éviter qu'il y ait des plantes, des mauvaises herbes annuelles. Cela dit, quand j'ai fait cette méthode-là, le sans-labour, je l'ai essayé souvent, je me suis retrouvé à voir qu'est-ce qu'il y a dans la paille? Il y a des graines. Qu'est-ce qu'il y a dans le foin? Il y a des graines. Dans le foin, c'est quoi? C'est des graines de mauvaises herbes vivaces, comme de la luzerne, comme du chien-dent, comme toutes sortes, la fée de sucre rouge, comme plein de mauvaises herbes qui sont vivaces. Et moi, ce que je voyais avec le jardin, avec la paille, si je fais juste mettre la paille comme ça, c'est que tranquillement, pas vite, le système racinaire d'une mauvaise herbe s'installait parce qu'il aimait les conditions. Et là, toi, t'arrivais, puis là, tu disais, je coupe ça, je coupe cette partie-là. Là, la mauvaise herbe, elle mourait. Mais qu'est-ce qui se passait, c'est que le système racinaire, lui, continuait, et là, ça ressortait, si bien que, en utilisant le sans-labour, j'étais ici et là envahi par du chien-dent. À partir du moment que tu manques de foin, à partir du moment que tu manques ce qu'il faut, tu te retrouves envahi carrément par le chien-dent. Et ça, c'est un désavantage assez net. En conclusion,
En conclusion, la conclusion que j'aurais à donner à ça, je pense que c'est important de dire que peu importe lequel que vous essayez, des trois méthodes, la méthode de base, peu importe comment vous allez naviguer là-dedans, c'est important de jardiner, c'est important d'essayer des choses. Puis moi, je suis pas du genre à lancer une, une, une tuile aux personnes qui essayent le sans-labour avec la paille, même si moi j'ai été là puis j'ai décidé de changer. Je pense que quand même, il y a des gens que ça leur résume, que ça leur réussit vraiment très bien. Cela dit, ce que je remarque, c'est que l'algorithme va souvent mettre à l'avant des titres simples, accrocheurs, assez faciles. Euh, et de cette façon-là, peu importe la méthode, on va vous la vendre comme une méthode facile. Mais au niveau de la facilité, de ce que je remarque, la méthode no-till, à mon avis, une fois que tu es installé, c'est la plus facile. Parce que ça reste que tu peux prendre les trucs du jardinage conventionnel, traditionnel, mettons, tu peux facilement ajouter des granules de fumier de poule si tu en as besoin. Donc, tu as un bon contrôle de ton sol. Ça veut pas dire que c'est facile, c'est jamais facile nécessairement jardiner, mais moi je trouve que c'est cette méthode-là qui semble offrir le meilleur ratio de production par rapport à l'énergie qui est mise dedans et l'aspect le plus facile. Ça permet aussi de travailler avec des binettes pour désherber. Je trouve ça vraiment bien. Si tu recueilles tes mauvaises herbes, tes composts, tu les remets dessus, c'est quoi la différence à part le fait que toi tu le contrôles, tu le maîtrises un peu plus. Maintenant, donc c'est pour ça que pour moi c'est la grande vainqueur de mon cœur, puis que je m'enligne pour ça pour les prochaines années. Maintenant, au niveau de la méthode sans labour. Donc la méthode sans labour qui est la méthode avec la paille. Les quantités de paille que vous allez devoir prendre sont astronomiques. Cette paille-là vient souvent de grandes monocultures, donc même si elle a un look qui va être très beau, très écologique. Dans le micro, c'est vrai que c'est bon pour la vie du sol. Dans le macro, la dépendance en paille, à mon avis, n'est pas nécessairement une solution par rapport aux autres. Chaque système a ses propres dépendances, mais c'est pas nécessairement si simple que ça. L'autre chose, c'est qu'il y a un coût à cette paille-là. C'est difficile d'en avoir assez. La paille souvent va durer une seule année, donc à chaque année tu dois en prendre. Moi j'ai déjà, parce que j'ai aussi mes arbres fruitiers et tout que j'utilise, moi j'ai déjà dépensé, je pense, 450$ en paille dans une année, en paille bio, puis l'année suivante, il restait peut-être le quart de ça encore au jardin. Donc ça avait été mangé par le sol, la preuve que le sol était actif, mais est-ce que vraiment, si j'avais mis 450$ en compost, j'aurais eu des meilleurs résultats? À mon avis, c'est une évidence que oui. L'autre chose aussi au niveau de cette méthode sans labour-là, qui est montée très, très bien, c'est qu'il y a vraiment une perte de contrôle parce que j'ai vu beaucoup de gens se logner là-dessus. Ah, je vais mettre du BRF, hein, ça c'est populaire, je vais mettre du BRF à la grandeur de mon sol. Ils sont retrouvés à avoir aucune plante qui poussait, une soif d'azote partout. Écoutez, moi, la méthode sans labour, je la conseille aux tripeux, mais je pense qu'elle doit être montrée telle qu'elle est. C'est une méthode qui est vendue pour des débutants, mais c'est une méthode d'expert. On peut pas mentir que quand on voit le jardin de Damien Descartes, par exemple, là, qui est le plus grand apôtre de cette méthode-là, on peut pas on le voit le jardin, là, on les voit les légumes, là. Il y a des légumes là-dedans, tu sais. On le voit cueillir des légumes, il n'y a pas de production, puis il arrive vraiment à le faire. Mais c'est un expert.
Et si vous n'êtes pas un expert puis vous en lancez dans ces méthodes-là, je pense que vous risquez de galérer. Peut-être que vous allez développer une expertise, puis peut-être que vous allez être vraiment très bon, parce qu'on n'oublie pas que dans les 3 méthodes, on cherche quand même à avoir un impact écologique, on cherche quand même à avoir une meilleure vie du sol, à avoir un moins gros impact sur l'environnement et tout. L'intention de base, elle est bonne. Je vais vous donner un exemple de cette expertise-là. Dans le livre Le Jardin Vivrier. Ah oui, j'ai oublié de dire. Les limaces. Les vers gris sont en augmentation lorsqu'on utilise une méthode sans labour avec full paille, full foin, full tout. Dans le jardin vivrier, ils disent ceci. C'est un c'est un bon livre, j'ai adoré ça. C'est une micro petite ligne en quelque part. Ça dit, quand je plante mes plants, comme ça, ok, les petites plantules, comme ça, j'ai remarqué que la paille, elle augmentait la population de vers gris. Donc, il y a des vers ici qui viennent manger les racines de ma plante. Donc, pour remédier à ça, c'est simple. Pendant une année de temps, je ramasse pour le papier de toilette, là, des rouleaux de papier de toilette. Je garde le carton, je les coupe en 2, je suis capable d'en faire 2. Fait que je les garde pendant une année de temps. Puis, je mets toutes mes plantes là-dedans, puis ça protège des vers gris. Ah, OK. Yeah, right. Je veux dire, c'est une petite phrase, une petite 2 phrases, mais c'est quoi l'implication derrière ça? C'est comme une année de temps ramasser ça. Moi, j'ai un bidet à la maison, j'en ai même pas de rouleau de papier de toilette. Donc, quand tu regardes ça sous cet angle-là, tu te dis, OK, elle a réussi à le faire. Son jardin est beau. Ses légumes sont vraiment, vraiment très beaux. Mais, entre toi et moi, c'est beaucoup, beaucoup d'implications. Alors que ces problèmes de vers gris-là, ils sont pratiquement inexistants dans les autres méthodes où il y en a un peu, ça peut arriver, mais c'est jamais dans le même impact. Le fait aussi qu'on peut utiliser les graines directement puis les semences dans les autres méthodes, moi je pense que tranquillement pas vite, on va se professionnaliser à devenir des bons planteurs à la graine parce que on va avoir besoin de réduire notre consommation de mousse de sphaigne, entre autres. Bon. Alors, voici la conclusion sur la différence entre les autres méthodes. Très, très, très hâte de voir vos commentaires, vos expériences. Moi, je vous le dis, soyez pas fâchés contre moi. Si vous faites du sans-labour, puis que vous le réussissez, vous êtes un expert. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes bon, littéralement, sans aucun sarcasme. Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça mérite des titres à couleur? Là-dessus, j'en suis un peu moins convaincu.